Bonjour Jean-Baptiste Djebari, vous êtes député La République En Marche du département de Haute-Vienne, vous êtes spécialiste des transports et vous serez en avril le rapporteur du projet de loi sur les transports. On va parler dans un moment des mouvements sociaux qui ont commencé hier. Je voudrais qu'on parle d'abord de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'avez regardé hier soir au journal télévisé de TF1 ? Alors, je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai vu des extraits et vous voulez savoir ce que j'en pense. Oui, ce que vous en pensez, bien sûr. Mais je pense que, au-delà de l'affaire, on sent un homme qui est affecté. Il y a un côté aussi très maîtrisé de sa prestation qui peut parfois confiner un peu au théâtral. Donc tout ça est un peu complexe. Mais sans me prononcer sur la véracité des faits, ce que j'observe, c'est que c'est un peu la sempiternelle suspicion du politique et de l'empire de l'argent. Et on a vu ça avec Cahuzac et le système bancardien. On a vu ça plus anciennement avec Giscard d'Estaing et les diamants de Bocassa. On peut refaire toute l'histoire des systèmes politiques. A été condamné, on attend le jugement, sur ces faits-là. voilà, on appelle pas sur ces faits-là. Mais en tout cas, la suspicion de la collusion entre l'empire de l'argent et le politique, elle est quelque part aussi vieille que la démocratie ou même les systèmes politiques. Et donc ça interroge, et pour y répondre, plein de choses ont été faites sur la transparence, les déclarations de patrimoine, le conflit d'intérêts. Je pense que le renouvellement des têtes politiques agit dans la faveur d'un décloisonnement entre ce monde financier et les politiques, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pardon, mais est-ce que ça n'est pas un peu naïf de penser qu'en changeant quelques têtes, on... Alors, c'est un tout en établissant bien que dans l'affaire Sarkozy, on ne connaît pas le dossier, il y a la présomption d'innocence, etc. Mais sur la collusion avec l'argent. Non, c'est pas être naïf. Alors nous, pour le coup, moi j'ai fait une campagne avec 6 ou 7 000 euros face à des systèmes politiques PS qui avaient 5 ou 6 fois plus que moi. Donc je crois qu'on peut aussi... Y compris un échelon d'une circonscription, en l'occurrence. Bien sûr. Et d'une manière générale, c'est très cadré en France, et on sait qu'on a un volume financier pour faire une campagne. Mais je ne crois pas que ce soit être naïf, je crois qu'il faut rompre avec des pratiques. Et c'est vrai que de toute façon, quand on fait une campagne, notamment nationale, la campagne nécessite des moyens qui sont énormes, il y a des jeux d'intérêt qui sont forts, et il faut mettre un cadre qui soit vertueux. Et je pense que les sujets d'une banque pour la démocratie, les sujets de continuer à rendre les politiques responsables pénalement, comme ça va l'être fait avec la suppression de la Cour de justice de la République. Dans la réforme constitutionnelle. Absolument. Je crois que c'est un mouvement qui, sans être naïf, va vers plus de vertu. On va dans le bon sens. On va dans le bon sens, je pense. Vous êtes optimiste, donc. Si les faits, on verra effectivement ce que donne la suite de l'instruction, si les faits sont avérés, vous diriez que c'est une affaire d'État ? Cette affaire Sarkozy, éventuel financement par la Libye de sa campagne de 2007. Si les faits étaient avérés, c'est l'affaire d'un homme d'État, et effectivement, ce serait une affaire qui, historiquement, rappellerait encore une fois d'autres affaires, la France-Afrique et bien d'autres collusions entre États, et effectivement entre intérêts croisés entre les hommes de l'État et les États eux-mêmes. Alors, pour parler des sujets de transport, donc hier, il y a eu cette première journée d'action. Est-ce que vous diriez, comme le titre ce matin, mes confrères du Parisien, ça ne prend pas ? Alors moi, je ne suis pas du tout oracle en la matière, et je pense que tout en l'occurrence, la journée hier, c'est pas de la prévision, c'est sur la journée d'hier. Est-ce que c'est une réussite, pas une réussite ? Comment vous l'avez analysé ? C'est très difficile à juger dans la mesure où il y a une forme de convergence des protestations et qu'on a du mal à juger des sujets qui sont eux-mêmes très distincts. Et moi, ce que j'observe de l'intérieur, puisque j'ai commencé à faire les auditions des différents syndicats et que je leur parle tous les jours, c'est que sur le fond des sujets de la réforme de la SNCF, on avance. On avance sur l'ouverture à la concurrence, on avance sur les conditions sociales dans la nouvelle organisation, on avance sur l'amélioration du service public. Et ces sujets-là, ces questions et ces débats qu'on a, ils sont prolongés, constants et féconds. Donc on avance et il y a encore beaucoup de chemin. Est-ce que ça veut dire que certains syndicats font un peu de cinéma devant la boutique et dans l'arrière-boutique négocient pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a un double langage de certains syndicats? En revanche, quand on parle aux syndicats cheminots, c'est leur métier, leur identité, leur passion, et eux, dans 6 mois, sont encore là, dans 1 an, sont encore là, et donc il y a une vraie volonté de défendre leurs convictions, mais aussi de tracer le chemin de l'avenir. Ce n'est pas de posture. En revanche, au niveau effectivement national, politique, Philippe Martinez fait de la rhétorique politique. Il fait de la politique comme bien des égards. Ceux de l'opposition aujourd'hui essayent d'hystériser les clivages ou d'antagoniser le corps social. Donc c'est pas tout à fait le même échelon. Et moi, je préfère travailler avec ceux qui font l'avenir de la SNCF demain que d'essayer de faire des conjectures sur des mouvements nationaux que de toute façon on a du mal à bien étudier.
Sur quoi il y a du grain à moudre, comme disait jadis un responsable syndical célèbre, André Bergeron, en l'occurrence. Sur quoi? Sur la date d'entrée en vigueur de l'entrée à concurrence? Sur quoi il y a un peu de possibilité d'avancer avec les syndicats? D'abord, ce sur quoi le gouvernement et le Parlement sera assez ferme, c'est sur la mise en concurrence, puisque le principe même de la concurrence a été décidé par l'Union européenne et voté par le quinquennat précédent, et que ça peut être aussi une opportunité si c'est anticipé et bien Donc géré là, vous pour dites par la exemple aux SNCF. syndicats, là-dessus, on n'a pas le choix. Là-dessus, la mise en concurrence se fera. Et en revanche, sur les modalités, notamment le calendrier, la progressivité oui. pour les régions et les conditions sociales qui sont à construire là, pour le coup, avec les premiers concernés, sur les modalités de transfert entre l'opérateur historique et les opérateurs qui viendraient opérer en concurrence, évidemment que ça doit être fait de façon concertée avec eux, que même soulève des questions qui sont extrêmement intéressantes, qu'il faut y réfléchir, notamment pendant la période de transition. Parce qu'une fois que tout ça est nominal, je pense que tout le monde voit bien qu'un Transdev qui viendrait ou qu'un Keolis qui viendrait opérer en France ne présente pas un danger majeur pour la qualité et l'exigence sociale de la vie des cheminots. En revanche, dans les premières années, on peut voir arriver un opérateur low cost qui aurait un modèle fragile et qui est éventuellement... Donc il faudrait être vigilant. Et puis il faut peut-être déterminer ce que serait un droit au retour du cheminot dans les premières années, de manière à le protéger aussi dans cette période de transition et d'arrivée de nouveaux entrants. Vous êtes élu dans un département, la Haute-Vienne, qui fait plutôt partie des départements enclavés et, Très ruraux. voilà, et un peu oublié par toutes tram, les lignes TGV. Est-ce que pour les habitants de cette région, vous êtes sûr que ce sera une bonne nouvelle et qu'ils ne perdront pas telle ou telle ligne circulant actuellement? Je suis absolument sûr que tout ce qui va vers l'amélioration du service public ferroviaire, et notamment en Haute-Vienne, tant la situation est dégradée, sera de toute façon ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. On était à 2h40 de Paris il y a 40 ans, on est à 3h30. Ouais. Pour faire simple. Donc la dégradation, elle est sensible. Les petites lignes... Et ce n'est pas la seule région qui est dans ce cas-là. Et ce n'est pas la seule région. Les petites lignes ferment, parce que la rhétorique qui veut dire demain le déluge avec la fermeture des petites lignes, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, certaines lignes secondaires ferment. C'est déjà le cas, oui. À cause d'une dégradation de la vétusté du réseau. Donc, de toute façon... Et elles peuvent rouvrir? Elles peuvent rouvrir si à la fois les régions, puisque en fait c'est une compétence partagée, Oui. et même la compétence des transports est celle des régions, la compétence de l'aménagement du territoire étant celle de l'État. Mais dès lors qu'on investit dans la régénération des voies, ce qui aujourd'hui n'est pas fait, et notamment pas fait sur le réseau secondaire, alors on pourra retrouver, notamment avec des opérateurs qui viendraient opérer ces lignes-là, une forme de soutenabilité économique qui permettra de pérenniser ces petites lignes. Est-ce que la grève prévue, 2 jours de grève, 3 jours sans grève, etc., est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Alors là encore, vous allez me dire que c'est difficile de faire un pronostic. Et est-ce que pour l'opinion publique, c'est tenable? Alors d'abord, je pense que c'est extrêmement nuisible quelque part aux usagers, puisqu'en fait, on sait très bien que ces grèves de 2 jours sur 5 vont impacter un petit peu la veille, un petit peu le lendemain. Donc Bien en sûr, réalité, oui. et c'est d'ailleurs ce qui est quelque part recherché. Tomber avec les ponts du mois de mai, Absolument, les c'est vacances plutôt scolaires, bien etc. orchestré, et c'est orchestré dans une direction ou dans un objectif de nuisance, ce qui est quand même problématique, parce que le droit d'exprimer sa contestation, sa protestation contre une réforme qu'on ne comprend pas ou qu'on n'accepte pas, c'est une chose. Le droit de nuire aux usagers n'est pas tout à fait un droit politique. Vous dites qu'il y a une volonté politique. de nuisance dans cette affaire? Je dis que c'est organisé, et d'ailleurs ça a été explicitement écrit dans le courrier d'un syndicaliste cégétiste, c'est explicitement conçu pour au maximum perturber les usagers. Et ça, quelque part, ce n'est pas acceptable. Dans la mesure où, je le disais, on discute avec les syndicats de manière assez constructive pour construire l'avenir de la SNCF. Et oui, ce sera extrêmement perturbant pour le trafic, pour les usagers. Nous, en tout cas moi, ma responsabilité, c'est de continuer à avancer dans cette réforme de façon la plus ouverte possible pour en faire une réforme qui soit utile pour les Français et qui soit une réforme d'avenir pour les cheminots. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari, bonne Merci journée. à vous.